Mesdames et messieurs, rebonjour. Bienvenue pour cette scoping session. Je vais me rapprocher de vous quand même. Cette scoping session qui a comme objectif premier de comprendre et de saisir la subtilité qu'il y a derrière Global Gateway, qui n'est pas simplement une initiative financière, une initiative politique, mais bien presque une finalité éthique de mieux connecter un monde plus soutenable, plus vert, dans une relation avec ses partenaires qui soit mieux équilibrée. And for doing this, we would like to introduce Ms. Carla Montesi, and we will speak in English first, and we will shift to the French afterwards. So, thank you very much for coming, for joining. You are currently the director of the European Commission Directorate General for International Partnerships, what we used to call DG INPA. And you are responsible for the Green Deal and Digital Agenda, which covers policy areas such as climate change, environment, sustainable energy, agri-food systems, and transport technology and digitalization. You are a busy woman, I guess. Let me just to open the floor, I would like to share with you two main figures. According to the G20, and I was really surprised by that figure, according to the G20, the global infrastructure investment deficit will reach 13,000 billions, 3 trillions of euros in 2040. Another figures concerning Africa is that at least Africa infrastructure investment needed is estimated at 100 billion euros each year for the next decade. So it means that we have a lot to do for create a better connecting world, especially on infrastructure topics. So my first question for you, Carla Montesi, is the Global Gateway is a European Commission tool of exceptional scope. We've never seen that before. But why and how does this 300 billion program is not necessarily rely on the same principles and priorities of those proposed by other major economic forces? The floor is yours for a couple of minutes. Many thanks. Vu que le panel est en français, je vais essayer en français. Vous pardonnerez d'avance mon mélange français-anglais assaisonné par un peu d'accent italien. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier Jérémy Pellet, Expertise France, pour l'organisation de cet événement. Expertise France, c'est un pilier clé du Global Gateway. Et je voudrais aussi remercier les présidents Castaner et Muselier pour nous avoir invités ici au port de Marseille. Et j'espère qu'on aura le temps pour également visiter les ports. Sur la question, Global Gateway, et on n'a pas une traduction en français, veut absolument être la réponse à cette demande globale d'investissement sur les infrastructures. Et c'est pour ça que nous avons lancé cette initiative Global Gateway, qui est notre agenda investissement pour couvrir les infrastructures. Les infrastructures dans des domaines clés, tels que tous les domaines que vous avez déjà mentionnés, le digital, les transports, l'énergie, les climats, mais également la recherche et la santé. Alors, quelles sont les valeurs? C'est un agenda d'investissement, ce que je vais préciser comme deux éléments clés, est basé sur un partenariat win-win, un partenariat entre égales, dans un intérêt commun entre nos pays partenaires et l'Union européenne. Il y a, bien sûr, et le président Castaner l'a mentionné tout à l'heure, il y a clairement également un enjeu géostratégique et européen, parce que nous voulons répondre à des besoins bien identifiés de la part de nos pays partenaires, mais sous un angle également géostratégique européen. Donc nous voulons également faire en sorte que notre secteur privé européen puisse faire partie de ces investissements massifs dans les pays partenaires pour rester compétitifs, mais également pour apporter la valeur ajoutée et européenne qui est absolument importante. Qu'est-ce qui nous fait la différence par rapport à d'autres investissements globaux qui ont été mentionnés tout à l'heure? C'est que nous voulons ces partenariats basés sur des valeurs. Donc, nous voulons absolument suivre les principes que vous avez mentionnés du G7 et du G20, des infrastructures de qualité, des infrastructures qui répondent à nos valeurs européennes, également liées à la force du travail, à nos valeurs européennes liées à la soutenabilité de nos investissements. C'est pour ça que dans mon portefeuille, j'ai le Green Deal et la Digital Agenda, parce qu'un des principes que nous voulons quand même respecter avec le Global Gateway, c'est d'être en réponse aux
aux objectifs de développement durable et aux accords de Paris. Donc, nous voulons nous focaliser sur un agenda d'investissement qui soit vert, qui soit soutenable. Et ceci en toute transparence par rapport au marché. Merci beaucoup. Donc, je vais parler en français, ce qui va aussi m'arranger. Merci beaucoup, Madame Montesi. Une seconde question qui, je pense, taraude aussi tous les esprits, c'est comment fonctionne, d'un point de vue purement opérationnel, les mécanismes qui permettent à une autorité portuaire, à un opérateur privé, à une banque d'investissement, comment on travaille avec Global Gateway et quelles sont les couvertures géographiques prioritaires qui sont identifiées par Global Gateway? Alors, couverture géographique, je dirais globale, mondiale. Nous avons commencé au sommet Europe-Afrique avec le lancement du Global Gateway Afrique, qui inclut un paquet d'investissements de 150 milliards. Et nous avons poursuivi avec les sommets Asie et Pacifique, suivi par les sommets Amérique latine et Caraïbes, dans lesquels notre présidente s'est engagée par rapport à un investissement Team Europe de 45 milliards. Donc, au niveau géographique, les 3 continents sont absolument couverts. Au niveau des méthodologies, ce qui caractérise le Global Gateway, c'est que nous voulons vraiment travailler dans un esprit Team Europe. Qu'est-ce que ça veut dire Team Europe? Ça veut dire que l'Europe ne veut pas être présente simplement comme une somme d'interventions qui sont lancées par les institutions européennes plus les États membres, mais mener vraiment un travail ensemble dès l'identification des actions. Travail ensemble, les États membres, quand je mentionne les États membres, je mentionne la partie gouvernementale, mais également les agences de mise en œuvre de l'aide, également les institutions financières, qui soient des développements ou qui soient les institutions financières privées ou les agences des exportations. Cela implique travailler en avance sur l'identification de ce qu'on appelle les flagships. L'année passée, nous avons identifié 19 flagships à mener ensemble avec les États membres dans différents secteurs, qui soient les digitales, les transports, les climats et l'énergie. Alors, sur la base de l'identification de ces flagships, nous voulons regrouper l'ensemble des partenaires privés et publics qui s'engagent ensemble pour mener en exécution cette action, ces projets. C'est un élément sur lequel nous croyons énormément, c'est que le fait de cumuler les expertises européennes qui viennent du secteur privé et du secteur public peut permettre à l'Europe d'être beaucoup plus visible, d'être beaucoup plus efficiente et d'impact sur le terrain par rapport à nos pays partenaires. Merci beaucoup, c'est très très clair. Je pense que ça rebondit aussi sur ce que disait M. Pelé tout à l'heure, sur la nécessité de faire travailler ensemble les parties prenantes. Et c'est l'objet de ce scoping session, puisque nous avons 3 parties prenantes avec lesquelles vous interagissez, je dirais de manière quasi quotidienne aujourd'hui, dans la mise en place, notamment sur le continent africain, des réalités opérationnel, infrastructurel de Global Gateway. Et je vais m'adresser tout de suite, si vous en êtes d'accord, à M. Eric Mellet, qui est le CEO Rail and Logistics de AGL, African Global Logistics, qui est une entité qui était mieux connue il y a 2 ans encore sous le nom de Bolloré Africa Logistics suite au rachat par MSC Shipping. Et Eric, vous êtes un grand spécialiste et le plus grand faiseur de flux logistiques terrestres au sud du Sahara. En préparant cette table ronde, vous me disiez que Global Gateway est un élément absolument essentiel pour nous, mais on peine encore à travailler, ou tout du moins à faire le lien entre nos opérations du quotidien sur les systèmes ferroviaires de la Côte d'Ivoire et du Burkina ou du Cameroun et l'impact que pourrait avoir Global Gateway. Est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus sur cette manière dont le secteur privé peut venir en interaction avec Global Gateway dans les partenariats publics-privés? Merci Yann. Je dirais oui et non. Donc effectivement, d'abord le Global Gateway pour des opérateurs privés européens comme nous, qui sont déjà fortement investis sur le continent, est une superbe nouvelle. Il est évident qu'en tant qu'opérateur privé, on ne peut pas agir sur les initiatives politiques, mais on doit forcément faciliter tout ce que l'on peut faire dans ce domaine-là. Et donc, de ce point de vue-là, la société, effectivement, le groupe AGL, j'espère qu'elle est bien connue maintenant comme Africa Global Logistics, en tout cas, et qui fait partie de
donc de la famille MSC. On peut se féliciter d'ailleurs dans le domaine maritime d'avoir quand même 3 champions mondiaux européens et qui donnent cette vision mondiale corridor. Donc en ce qui nous concerne, je dirais que les 23 000 collaborateurs d'AGL aujourd'hui qui opèrent dans les 49 pays, en réalité, sont pour les 2 tiers. On pense souvent à AGL comme opérateur portuaire, mais en réalité, les 2 tiers de nos forces sont sur ces sujets de corridors, ferroviaires, portuaires. On a développé au fil du temps plus de 66, je crois 66 ou 68 ports secs partout sur les différents corridors. Et donc évidemment, on est confronté au quotidien. Je prendrai quelques exemples pratiques, mais on parle beaucoup de la transition énergétique et de la Copper Belt. Vous avez encore de nombreuses semaines où vous avez plus de 50 km de fils, de camions qui attendent à la frontière entre la Zambie et la RDC, qui illustrent, je dirais, le côté christique parfois de ce manque de fluidité. Et donc nous, dans ce cadre-là, bien évidemment, on a commencé depuis déjà de nombreuses années à s'investir d'abord beaucoup sur la façade portuaire et sur la façade, je dirais, sur la partie interland. Je crois que depuis que nous opérons dans le domaine ferroviaire, nous avons investi plus de 300, je vais être en francs CFA, 300 milliards de francs CFA, c'est-à-dire 450 millions. Et il est vrai que historiquement, on s'est sorti parfois un peu seul sur des grands enjeux et finalement sur des grandes infrastructures qu'on ne peut pas regarder en fonction d'un œil uniquement financier, mais qu'on doit regarder, c'est tout à fait ce que vous disiez, en termes de bilan sociétal et de bilan économique. Et donc de ce point de vue-là, Global Gateway pour nous est vraiment une excellente nouvelle. Je dirais qu'AGL s'est aussi préparé pour accélérer dans ce domaine-là, puisque en 2023, nous avons procédé à une augmentation de capital de 600 millions de manière à démultiplier notre puissance de frappe et qu'on a un pipeline d'investissement qui est de l'ordre de 650 millions pour 2024 avec beaucoup de projets dont la majorité sont précisément liés à cette amélioration de la compétitivité des corridors sur le continent africain. Donc je dirais que par rapport à ta question qui était quelle est l'opérabilité, je répondais oui et non parce qu'en réalité, on avait un petit peu anticipé, Madame Montessi, dans le sens où on a commencé déjà une belle illustration sur un projet ferroviaire dans lequel la BEI et l'AFD sont investis avec des financements de 550 millions pour reconstruire complètement la voie ferrée camerounaise. Donc d'une certaine manière, grâce aux institutionnels, à la BEI, l'AFD, à l'Europe et également la Banque mondiale qui s'était joint au programme, on avait un petit peu initié cela, mais on a beaucoup de projets existants. Et donc, en ce qui concerne le Global Gateway, on a une longue liste de propositions, dont certaines, et je pense en particulier que le ferroviaire, pour moi, justifie, pour utiliser des terminologies anciennes, un vrai plan Marshall, et que ce sera compliqué de réellement faire émerger des corridors compétitifs sur le continent sans investir lourdement dans le ferroviaire. Et donc, notamment en matière ferroviaire, je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Et en tout cas, on est extrêmement heureux de voir ce qui est en train d'être mis au point par le Global Gateway. Merci beaucoup, Eric. C'est particulièrement éclairant, surtout que depuis les années 2000, on a vu une accélération de la modernisation des gateways portuaires à travers des processus de PPP qui ont montré leur efficacité. Aujourd'hui, est-ce que c'est un problème d'équation économique et financière d'appliquer les solutions effectives portuaires au niveau des corridors, ou est-ce qu'on doit inventer de nouveaux schémas de partenariat public-privé en écoutant peut-être un peu plus les doléances du privé, en ayant une approche peut-être un peu plus écosystémique et pas simplement purement économique et financière? Est-ce que AGL réfléchit à finalement innover dans des modèles qui permettraient de rendre Global Gateway plus effectif encore par rapport à vos priorités, vos investissements et vos engagements sur le continent africain? Je dirais qu'en tant qu'AGL, nos priorités d'investissement et de développement sont de plusieurs ordres. Elles s'inscrivent dans ce que l'on décrivait comme la transition énergétique, le développement durable, qui est quand même manifeste sur le continent à beaucoup d'égards. Elles s'inscrivent ici dans une régionalisation des échanges et dans le fait que nous pensons clairement que dans ce mouvement de corridor, on doit aussi permettre à l'Afrique de mieux se connecter à elle-même, qui a
dans le domaine du Global Gateway beaucoup de projets qui aujourd'hui sont peut-être pas nécessairement pris en compte, mais je crois qu'il y a plus de 124 projets de zones économiques spéciales qui donc sont destinés à irriguer le continent africain, à permettre aussi d'intensifier les échanges entre les différents pays. Et il me semble que pour réussir ce saut qualitatif sur le continent, il faut justement, à mon sens, que le Global Gateway s'intéresse non seulement aux gros projets qui sont des projets, on parlait du ferroviaire avec des capex importants, des sujets environnementaux importants, mais aussi à une multitude d'initiatives, de zones économiques spéciales, de ports secs, qui permettent justement d'irriguer et de constituer l'ossature de ces corridors. Merci beaucoup. Je trouve qu'on avance sur la manière dont justement cette structuration du dialogue des parties prenantes dans une visée opérationnelle, je trouve qu'on a vraiment des nouvelles perspectives qui s'ouvrent avec Global Gateway. Et je me tourne vers Jean-Marie Coffy, le secrétaire général de la GEPAOC. Jean-Marie, vous représentez quand même plus de 30 autorités portuaires sur un linéaire côtier de plus de 8000 km de long, c'est quand même considérable. Et ça revient souvent, c'est un peu comme une marotte. On dit tout le temps que les autorités portuaires regardent vers la terre plutôt que vers la mer pour pouvoir gagner leur part de marché. Dans quelle mesure une association aussi puissante que la GEPAOC considère Global Gateway comme un accélérateur, un facilitateur et je dirais même peut-être un initiateur de certains développements sur certains corridors pour vos autorités membres? Merci Yann. Je dirais que tel que présenté, j'allais dire que c'est une opportunité d'avoir donc Global Gateway pour l'Afrique. Mais je commencerai par dire tout simplement que c'est aussi basé donc sur la relation. Et il faut avoir donc un interlocuteur avec qui discuter pour que nous puissions aller ensemble. Malheureusement, je ferai peut-être un peu d'histoire, c'est que nos partenaires, nos frères européens, à un moment donné, j'ai nommé, on est ici à Marseille, le port de Marseille, le port du Havre, étaient partie prenante de nos politiques de facilitation donc, du commerce. À un moment donné, avec l'Afrique, aujourd'hui, ils sont de moins en moins présents. Et donc, ils ont laissé leur part de marché à d'autres preneurs. C'est aussi un appel à revenir, parce que nous parlons de Global Gateway connecté donc vers l'Afrique. C'est important, et le président d'AGL lui disait tantôt, nous avons des challenges en matière de facilitation du commerce, ça c'est vrai, mais aujourd'hui, tous les ports sont arrimés pratiquement à la stratégie de digitalisation. Donc nous essayons, nous parlons port tout court, donc nous y travaillons, mais nous sommes encore à la traîne parce que nous avons souvent des problèmes infrastructurels, parce que nous parlons donc de digitalisation, il faut avoir donc l'énergie, il faut avoir donc une bonne connexion. Et donc, c'est un problème donc de financement de ces outils pour que nous puissions donc nous arrimer. Aujourd'hui, au niveau de la transition donc énergétique, oui, nous y sommes et nous avons une opportunité réelle parce que si nous devons passer d'énergies fossiles aux énergies plus durables, nous avons en permanence donc le soleil. Aujourd'hui, ici à Marseille, quand il y a un peu de soleil, on dit il fait beau. Nous, c'est notre quotidien. Et donc, c'est des énergies durables sur lesquelles il faut financer. Et donc, je pense que c'est véritablement une opportunité parce que cette offre peut permettre à l'Afrique donc d'avancer résolument. Merci beaucoup, Jean-Marie. On en parle souvent au sein de la GEPAOC. On est quand même devant un paradoxe, c'est que les opérateurs maritimes et les opérateurs de manutention sont très majoritairement européens, mais négocient des flux qui vont majoritairement maintenant en Asie. Donc effectivement, il y a une reconquête finalement qui structure une offre qui va aussi être plus éthique, mais aussi plus green. C'est un des éléments essentiels de la discussion de la GEPAOC depuis plusieurs années. Réussir, face aux injonctions internationales, cette transition. Et selon la GEPAOC, quels sont les mécanismes ou les accompagnements que vous attendez d'une initiative comme Global Gateway, qui serait relayée par des gens comme AGL, qui sont aussi vecteurs d'innovation à travers notamment des labels, le Green Label Terminal. Comment on travaille au sein de la GEPAOC pour justement avoir des mécanismes d'accompagnement à la transition énergétique et, je dirais, à mieux connecter vos économies? Il faut noter que la GPAOC a des outils pour créer donc l'inclusion.
vous l'avez dit, nous sommes au minimum 30 autorités portuaires avec des pôles qui n'ont pas la même taille, les mêmes performances. Donc, à un moment donné, nous travaillons par l'entremise des comités mis en place. Nous travaillons pour que nous ne laissons pas un port en arrière. Nous devons partir ensemble. Et donc, chacun doit pouvoir tirer profit des leçons apprises et des réussites des autres. Nous sommes structurés en comités techniques, nous sommes des plateformes de discussion, de telle manière à ce que nous tirons parti tout simplement des expériences des uns et des autres. Mais en même temps, nous sommes l'AGPAOC, donc nous sommes une faîtière des autorités portuaires. Nous faisons donc le plaidoyer sur des intérêts communs, et ça il faut le noter, à l'intention des gouvernements, à l'intention des institutions régionales et des partenaires internationaux. Il est important donc de revenir donc sur ces questions essentielles et Global Gateway doit avoir donc une oreille d'écoute à l'intention des ports. Nous ne disons pas que nous faisons la demande forcément, mais c'est un terrain sur lequel vous avez donc des marchés. Et pour pouvoir gagner donc le marché, il faut pouvoir donc assister et surtout au niveau de l'AGPAOC, nous travaillons avec des techniciens secteurs pour que les solutions proposées soient adaptées à nos réalités. Parce que nous ne voulons pas de placage de solutions ailleurs qui ne correspondent pas forcément à nos réalités. À un moment donné, on s'est dit, mais par rapport à la transition énergétique, il faut le dire, au Nigeria où nous vivons, on dit nous avons des groupes pour l'hydrogène. Ça crée donc la pollution, mais nous avons du pétrole. Comment consommer notre pétrole? Il faut bien brûler le pétrole. C'est aussi une stratégie. Et pouvoir donc créer donc le développement. Mais si nous devons aller donc vers les transitions énergétiques et utiliser donc le nouveau modèle, quel est l'accompagnement? Alors, quand on édicte une loi, il faut apporter donc des solutions. Et au sein de l'AGPAOC, nous discutons de ces problèmes-là et nous sommes donc à l'écoute des opérateurs. Merci beaucoup, Jean-Marie. Nous en parlions hier soir. Nous allons inviter Carla Montesi. Madame Montesi, il va falloir mettre dans votre agenda au mois de novembre. Vous êtes à Conakry. Et oui, vous ne le saviez pas encore, mais vous êtes à Conakry afin justement d'expliquer comment Global Gateway va travailler avec 30 autorités portuaires demain. Et c'est une invitation qui n'est pas neutre. Hein. Vous allez être notre Global Gateway Speaker. Merci. Monsieur Jean Van Vetter, s'il vous plaît, vous êtes le CEO d'Enabel. Alors Enabel, c'est une agence publique de coopération à l'instar de celle qui nous invite aujourd'hui, Expertise France. Et le directeur général d'Expertise France insistait bien sur l'approche Team Europe et cette ambition véritablement de ensemble on sera plus fort, on sera plus efficace. Comment on coordonne sur le terrain les potentialités de Global Gateway en tant qu'agence à l'échelle de Team Europe sur le continent africain et ailleurs, hein, évidemment. Merci. Mais premièrement, merci à Expertise France pour l'invitation à parler aujourd'hui. Et merci à tout le public et merci aux panélistes. On était en fait ici à Marseille déjà hier en tant que practitioners, donc qui est ce réseau des agences de développement de l'Union européenne pour notre Assemblée générale. Et donc le timing est bon, on est ici aujourd'hui. Et effectivement, c'était rappelé dans les introductions, notamment par le président Castaner, les enjeux mondiaux sont tels que seule une agence ou différents partenaires d'un État ne peuvent pas tous les résoudre. Et donc, c'est une évidence en fait de mettre nos moyens, nos énergies, nos idées ensemble pour pouvoir avoir un impact plus grand. Et dans ce cadre-là, effectivement, Global Gateway est arrivé à un moment opportun pour vraiment renforcer ce dynamisme qui existait déjà entre les agences, puisqu'on avait déjà ce réseau. Mais je dirais d'aller plus loin en travaillant entre agences avec les agences, et on travaille extrêmement bien ensemble, mais aussi en intégrant les acteurs privés, évidemment nos partenaires sur le continent africain et autres, ce qui n'était peut-être pas suffisamment fait dans le passé. Et Global Gateway crée en fait cette opportunité d'avoir un lien plus fort entre agences, mais aussi entre agences et autres types d'acteurs. Et là, le panel, pour ça, est extrêmement bien composé puisqu'il représente les différents intérêts. Merci beaucoup. Une question qui est un tout petit peu plus sensible, c'est les grands acteurs qui sont quand même les faiseurs de corridors et les faiseurs de flux sont les opérateurs maritimes. Ces opérateurs maritimes, ils sont réputés quand même pour leur volatilité, voire même leur versatilité parfois dans leur choix stratégique de route. Comment une des agences de développement collabore ou interagissent avec ces faiseurs de flux dans un
dans une optique éthique de type Global Gateway, enfin portée par Global Gateway. Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte ou comment vous travaillez cette dimension qui ne doit pas être simple? J'ai 2 exemples concrets. Le premier est tout récent. J'étais il y a une semaine avec Sa Majesté le Roi des Belges en Namibie, où CMB, compagnie maritime belge, investit actuellement dans la production d'hydrogène vert sur place à Walvis Bay. Donc c'est une initiative privée d'un opérateur qui possède 140 bateaux et qui veut alimenter ces bateaux à l'hydrogène vert et qui se rend compte que s'il veut l'alimenter à l'hydrogène vert, il faut le produire. Et comme c'était rappelé, l'Afrique est un continent idéal pour produire de l'hydrogène vert. Mais si on veut que cet hydrogène vert ne serve pas uniquement aux intérêts, je dirais, européens, mais également répondre aux intérêts africains et d'avoir une production et une utilisation locale et finalement une industrialisation locale grâce à l'hydrogène vert, le rôle d'une agence comme la nôtre et Expertise France et les autres est extrêmement important et c'était rappelé par Carla Montesi aussi. C'est un partenariat Global Gateway, c'est justement ça sa force, c'est d'assurer que les différents intérêts sociaux, économiques, environnementaux sont mis ensemble. Et j'ai un autre exemple qui est le port de Cotonou où on travaille avec le port d'Anvers-Bruges qui est ici présent. Depuis des années pour renforcer la gestion portuaire et s'assurer que finalement le pouvoir reste entre les mains du gouvernement béninois et que le port soit vraiment un asset de l'État et bénéficie aux recettes fiscales. Tout en le rendant plus efficace et opérationnel et en ajoutant les composantes sociales et environnementales. Et là, on est très fiers parce que récemment, le port de Cotonou a obtenu le premier label écoport sur le continent africain. Et ça, c'est grâce, je dirais, à la collaboration entre des acteurs comme le port autonome de Cotonou, le port d'Anvers-Bruges et une agence comme la nôtre avec le soutien financier de l'Union européenne et de la Belgique. Et pour répondre aussi encore à votre première question, comment finalement les priorités nationales se mettent avec les priorités européennes. Moi, je dis toujours, l'Europe, c'est nous. Je veux dire, la Belgique est un État fondateur, la France est un État fondateur aussi. Et finalement, il y a une erreur qu'on fait parfois, c'est de distinguer une politique de l'Union européenne de la politique des États membres. Les États membres influence la politique de l'Union européenne. Global Gateway n'est pas né de l'Union européenne, est né de l'ensemble des idées des États membres. Et là, c'est la discussion qu'on a hier en tant qu'agence. On veut être beaucoup plus porteur d'initiatives et refléter aussi la connaissance et les demandes de nos partenaires sur le continent africain. Notre force, c'est une présence locale très forte. Enable, c'est plus de 2000 personnes sur le continent africain. Et donc, c'est aussi une connaissance des contextes et des attentes des partenaires qu'on veut aussi relayer à l'Union européenne. Merci beaucoup, c'est absolument clair. Je vous laisse peut-être réagir. Vous avez encore quelques minutes par rapport aux propos des uns et des autres. Eric, peut-être tu ajouter quelque chose ? Peut-être pour effectivement rebondir sur ce que vous disiez par rapport au Global Gateway, un point qui me paraît effectivement important, c'est d'être très proche des attentes des parties prenantes africaines. Je pensais notamment je revenais un peu sur le domaine ferroviaire avec les stratégies de l'Union africaine. Et donc, il me semblait important, et à cet égard, c'était peut-être une question et un éclairage. Comment est-ce que s'insère l'Union africaine, la Banque africaine de développement dans l'initiative Global Gateway pour la rendre... puisque derrière se pose évidemment la question de la coordination des politiques publiques sur le continent africain. Et donc, c'est effectivement un point qui me paraissait très important. Oui. Madame Montesi, peut-être une réaction, une réponse ? Peut-être des brèves réactions. La première sur l'intervention du secteur privé. Je veux vraiment revenir de nouveau sur l'idée Global Gateway. Pour nous, c'est le secteur privé et le secteur public ensemble. Donc, pour répondre au gap d'investissement qui existe au niveau mondial, c'est clair, c'est reconnu par tous. Maintenant, uniquement l'intervention publique ne sera jamais suffisante. Donc, nous voulons impliquer dans ces partenariats publics et privés les secteurs privés. Donc, les dialogues, ce qui est extrêmement de nouveau dans le Global Gateway, c'est les dialogues poussés avec les secteurs privés. Comment mener ensemble des actions qui existent déjà, qui sont extrêmement importantes, qui sont menées dans les secteurs privés, de les utiliser dans un bénéfice pour les pays partenaires, pour les bénéfices d'une transition de nouveau verte qui est la priorité de l'Union européenne. Donc cet engagement, ces dialogues poussés avec le secteur privé et européen
et de nos pays partenaires. Et c'est pour ça que d'ailleurs nous avons mis en place ce Global Gateway Board pour renforcer ces dialogues avec les secteurs privés. Le deuxième peut-être élément que je voudrais rajouter, c'est par rapport au dialogue avec les pays partenaires. Absolument, le dialogue avec les pays partenaires, c'est, je dirais, la base de notre métier. Et c'est pour ça que dès l'introduction, j'ai bien souligné le fait que Global Gateway doit être la réponse aux besoins identifiés par les pays partenaires, bien sûr, sur un angle géostratégique de l'Union européenne, mais un partenariat entre égales. Donc, les dialogues avec les pays partenaires restent essentiels, surtout parce que chaque flagship, chaque action ne peut pas être menée sans des réformes importantes et sans un environnement systémique de soutien à l'investissement qui doit être mené par les pays ou par la région ou par les continents. C'est pour ça que je dirais quand on regarde tous les investissements dans les domaines du Global Gateway, en particulier dans les domaines de l'énergie et du transport, nous nous basons sur la stratégie continentale de l'Union africaine, PIDA. L'African Development Bank, c'est une des banques essentiel, je dirais, comme instrument financier pour soutenir également les investissements dans nos pays partenaires. Merci beaucoup pour ces précisions. Tel que convenu et tel que promis, c'est le moment d'ouvrir la session à vos questions. Donc n'hésitez pas, il y a certainement quelqu'un... Voilà, mademoiselle va pouvoir vous passer un micro. Vous levez la main, vous vous présentez très rapidement et si la question est identifiée à un panéliste, vous le précisez. Ou... Ah, vous me prenez mon micro, donc n'hésitez pas. Non, je vous en prie. Donc, on a 15 minutes, n'hésitez pas, in French or in English, up to you, to ask questions, short and brief questions, please. Merci beaucoup. Donc, je suis Lucie Durocher, la responsable de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à Bruxelles. Une petite question sur comment la Commission européenne voit le rôle potentiel des collectivités locales et régionales dans cette initiative, puisqu'on mène aussi, alors c'est le cas en France, je ne sais pas exactement comment ça se passe dans les autres pays européens, mais en tout cas, pour une région comme la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a vraiment une politique volontariste aussi d'accompagnement de projets à l'extérieur de notre territoire, et notamment pour nous sur le bassin méditerranéen. Et donc, dans une initiative comme celle-ci, les collectivités pourraient être des partenaires importants. Je ne sais pas si ça fait partie des réflexions que vous pouvez avoir aussi dans le cadre de Global Gateway. Comment travailler avec le niveau infranational? Merci beaucoup, madame. On la garde un petit peu sous le coude en espérant en avoir une seconde. Ou une remarque, hein, ce n'est pas nécessairement une question. Si vous avez une remarque sur une expertise ou une expérience qui vous est propre en tant que société. Monsieur, s'il vous plaît, merci beaucoup. Do not hesitate to introduce yourself briefly if you speak in English. Bonjour à tous, Mario Lievens du port d'Anvers-Bruges, donc autorité portuaire comme le port de Marseille. Et juste une remarque, hein, comme vous avez ouvert la possibilité, nous sommes heureux d'être ici et prêts pour créer des partenariats européens, Team Europe, avec l'Afrique, avec l'Asie, avec l'Amérique latine, de mettre ensemble nos efforts sur le secteur, à renforcer le secteur public, renforcer le secteur privé, et vraiment heureux de le pouvoir faire ensemble avec tous les membres européens, parce que nous sommes actifs déjà dans beaucoup des projets de Global Gateway, et on attend vraiment aussi nos amis des autres ports européens aussi de le faire ensemble, parce qu'il y a beaucoup de travail, il y a plein d'investissements à faire, et je crois que cet événement montre qu'on est prêts tous ensemble de le faire. Merci beaucoup, merci pour cette remarque. Effectivement, ça peut être une vraie question que de se poser, est-ce que Global Gateway pourrait être un fédérateur d'autorités portuaires européennes pour avoir une offre commune ?
Port of Antwerp International est vraiment très actif et les ports français l'ont été et le sont un peu moins et devraient l'être encore plus sur le continent. Ça serait peut-être un des éléments de complément au niveau de la question. Est-ce que je ferme pour l'instant l'opportunité d'échanger ou de poser des questions ? Je redonne la parole à Madame Montessi pour répondre à la première question de Madame. Oui ? Alors Madame Montessi, c'est à vous, s'il vous plaît. Merci. De l'échelle, hein. Merci. Merci beaucoup pour ces interventions. À la question fédération, je dirais absolument oui. Dans le sens, je voudrais revenir un peu en soulignant les Team Europe approach. Et en répondant, en effet, c'est la même réponse. En répondant à la question essentielle de dire nous voulons un débat avec l'ensemble des parties prenantes. Pas uniquement un débat, mais également une contribution en expertise, une contribution financière, une contribution en action. Donc, quand on parle en Team Europe, l'approche qui est complètement différente, c'est la Commission européenne n'est plus là pour lancer juste un procurement, un appel d'offres avec des fonds. L'Union européenne veut être là comme facilitateur d'une action européenne qui puisse mettre ensemble des expertises, des financements qui viennent du public ou du privé. L'ensemble des expertises et l'ensemble des parties prenantes qui peuvent être locales, ou qui peuvent être régionales, ou qui peuvent être nationales. Et je voulais me relier également à peut-être ajouter juste un mot au mot que nous avons mentionné tout à l'heure, l'idée des couloirs. Ce que nous sommes en train de lancer comme initiative, c'est avoir une approche stratégique globale que nous avons appelé les Global Gateway Green Shipping Corridor. Donc, en français, ça peut être des couloirs maritimes verts. Et pour avoir cette approche systématique de pouvoir définir quels sont, en tenant compte de nos besoins en Europe, de nos besoins avec les pays partenaires, quels sont les ports et les couloirs clés stratégiques qui répond à l'ensemble des besoins européens et africains. Donc, nous venons de lancer une étude avec le GRC pour identifier, je dirais, essentiellement deux éléments clés. Nous voulons travailler sur des couloirs verts, soutenables. Donc, les deux questions clés qui ont été posées au GRC, c'est d'un côté, quelles sont les ressources énergétique. Nous venons de parler d'hydrogène vert, nous parlons des biométhane, des green methanol, des green ammonia. Donc, quelles sont les ressources énergétiques vertes qui peuvent être introduites dans les investissements futurs quand on regarde les transports maritimes et les ports? En deuxième lieu, l'étude sur quels sont les ports et le couloir maritime essentiels. Une fois fait cette analyse par le GRC, donc c'est une analyse des données économiques, scientifiques, etc., nous voulons mener cette discussion avec l'ensemble des pays, des gouvernements, des parties prenantes pour définir ensemble quelles sont les priorités stratégiques sur lesquelles l'Europe et les pays partenaires devraient travailler ensemble. Donc, nous allons lancer ce que j'appelle un high-level stakeholder platform, une plateforme de discussion que nous espérons lancer déjà à l'automne pour justement approfondir et mener cette discussion ensemble. Donc, couloir, pour reprendre les mots couloir, que le président a juste mentionné, quand nous parlons de couloir, c'est clair, on ne doit pas regarder uniquement la mise en place d'un système ferroviaire. On doit mettre en place un système ferroviaire et regarder l'ensemble des actions, donc également ce que nous devons faire pour les villes qui sont à côté de ce couloir qui sera mis en place. Donc, quelles sont les sources énergétiques qui sont à côté de ce couloir ensemble. Donc, avoir une approche intégrée, donc la définition d'un couloir qui ne regardera pas uniquement les ports, je dirais les ports peut être les points finaux, mais qui regardera l'ensemble des actions intégrées à mener pour réussir à assurer le fonctionnement de ces couloirs maritimes du port. Merci beaucoup, Madame Montessi, pour toutes ces précisions. Sans déflorer, mais en session 4, Monsieur Hervé Martel, directeur général du port de Marseille, va nous expliquer en quelque sorte la mise en place d'un corridor maritime vert avec un des plus grands ports du monde, Shanghai, qui était il y a 48 heures encore à Marseille. On aura
je crois qu'on aura déjà des éléments d'explication et des réponses à la manière dont on structure, d'un point de vue purement méthodologique, l'ensemble des éléments qui permettent de qualifier un corridor maritime de vert. Jean, vous vouliez réagir rapidement, s'il vous plaît. Juste ajouter à la question sur le rôle de la région dans Global Gateway. Moi, je pense que c'est essentiel, parce que je constate dans nos partenaires et les partenariats qu'on a, ce qui marche beaucoup, on est en anglais, c'est le peer-to-peer, le pair à pair. Et comme Carla le mentionnait, pour faire des corridors stratégiques, ça implique évidemment des différents niveaux d'autorité. Et ce n'est pas uniquement la capitale ou au niveau national, mais il y a toutes les régions qui sont impliquées. Et finalement, j'ai toujours le succès, enfin, si je prends l'exemple de la Belgique, le développement économique belge s'est fait en grande partie grâce au port, en fait, le port de Bruges, le port d'Anvers, qui maintenant ont fusionné, mais historiquement, ça a toujours été un moteur de développement, y compris avec le rôle des autorités régionales. Et là-dessus, ce qu'on fait en tant qu'Enable, c'est qu'on travaille avec l'État fédéral en Belgique, mais on travaille aussi avec nos régions. Et donc là, je dirais le lien, je ne sais pas si vous avez des liens avec Expertise France ou l'AFD, mais les agences sont aussi des très bons vecteurs pour mettre ensemble les différents niveaux de pouvoir ensemble. Et c'était rappelé par Jérémy dans son introduction, on a un rôle de fédérateur, de mettre ensemble l'ensemble des acteurs. Et pour réussir les couloirs dont Carla parlait, c'est ça qu'il faut, c'est finalement décloisonner, défiloter, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs autour de la table, et c'est là, je pense, la valeur ajoutée qu'on a comme agence. Peut-être un mot, Jean-Marie, s'il te plaît? Oui, un mot, mais sur... Ce sera peut-être même un petit mot de conclusion, parce qu'on arrive au terme de cette sur session. la réaction du port d'Anvers. Je disais tantôt qu'on voit de moins en moins le port de Marseille et le Havre, mais le port d'Anvers est vraiment présent et on voudrait véritablement saluer cela. Et c'est ce que nous voulons dire. Nous voulons dire en concluant en disant que Global Gateway est véritablement une opportunité en termes de financement et des aspects techniques. Et donc, quand même important que nous regardons ces facteurs-là. C'est vrai, madame, dans sa description, disait nous regardons tous les aspects intégrateur, mais en même temps, le port peut être un maillon. Mais le port, c'est celui qui draine l'économie dans nos régions. Et donc, je pense qu'on devait partir aussi de là. C'est assez important, c'est le message que je voulais passer dessus. Et donc, je disais qu'en termes d'expertise technique, en termes de financement et en termes aussi de réseau d'acteurs, nous devons travailler là-dessus. Il faut définir donc ces stratégies donc, avec les ports pour les remonter véritablement vers le politique. Parce que le politique a ses priorités, et souvent, ça pèse sur l'activité portuaire qui draine donc l'économie. Et donc, dans ces études, il faut impliquer donc des partenaires africains, des partenaires des ports, et puis, par la suite, on rend compte pratiquement donc aux politiques de ce que le port devait pouvoir drainer donc l'économie. Voilà les priorités du port qui doivent pouvoir marcher donc avec les priorités pays. Merci beaucoup. Merci. Ça sera la dernière prise de parole de l'audience, si vous en avez une. Autrement, je vais demander simplement un petit mot de conclusion à chacune et chacun. Non. Alors, Madame Montesi, si vous, pour conclure finalement, nous sommes à la moitié du chemin finalement. Global Gateway, c'est 2021-2027. On parle de 300 milliards face à 13 000 milliards de déficit d'investissement infrastructurel. On parle de 1 000 milliards de levée de fonds, de mobilisation financière de BRI. Est-ce que c'est suffisant, 300 milliards, ou est-ce qu'on doit encore accélérer pour que l'Europe soit encore mieux connectée de manière plus vertueuse avec l'ensemble du monde? C'est une belle question pour conclure. Malheureusement, en Europe, je crois que le président, tout de suite, en ouverture, a annoncé les défis que nous avons actuellement en Europe, qui sont extrêmement importants, qui sont extrêmement demandeurs en ressources financières. Donc, pouvoir faire plus, nous allons voir. L'objectif maintenant, c'est Global Gateway ne va pas s'arrêter sur ces mandats de la présidence von der Leyen. Nous sommes proches des élections européennes, mais sûrement la future commission et les futurs conseils et les futurs parlements continueront cette stratégie Global Gateway. Donc pour nous, la mobilisation reste importante. Encore une fois, nous sommes au début du chemin, nous sommes au milieu du chemin. Nous avons beaucoup à construire et à construire ensemble avec l'ensemble des pays prenants. Donc, pour moi, ce dialogue ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Nous sommes à peine au début d'un grand travail à mener encore ensemble pour la mobilisation et des expertises et des ressources financières. Merci beaucoup. Merci pour vos mots. Éric, d'un mot.
AGL, c'est une autre dimension, une autre capacité d'investissement par rapport aux années précédentes. On voit que vous avez investi la Copper Belt avec le nouveau corridor de Lobito. Est-ce qu'on a des projets déjà qui sont dans les cartons pour les 10 prochaines années qu'on pourrait dévoiler aujourd'hui et qui seront portés par Global Gateway ? Ou c'est encore un peu trop ? C'est sans doute, il y a beaucoup de projets et on a des discussions intenses avec la DG INPA sur beaucoup de sujets. Mais effectivement, la Copper Belt est un exemple extraordinaire pour moi de ce que doit être le développement des corridors. Tout le monde sait qu'il va y avoir une demande qui va aller jusqu'à 50 millions de tonnes de matériaux pour la transition énergétique et un seul corridor ne pourra jamais y satisfaire. Donc on a beaucoup parlé du corridor de Lobito pour lequel AGL vient de déployer le port sur la partie Gateway. Il y a encore beaucoup de choses à faire sur la partie congolaise du corridor, mais forcément, il y aura besoin également du corridor tanzanien, de Dar es Salaam. Donc on travaille sur un projet côté tanzanien. Forcément, il y aura besoin du corridor sud-africain d'Urban, probablement Walvis Bay, la Namibie. Et je trouve que c'est un bel exemple en réalité. Aucun de ces corridors n'est exclusif de l'autre et on ne doit jamais se poser la question de trop investir sur un corridor, car en fait, et on le voit bien, on a 1,2 milliard de consommateurs sur le continent africain. On en aura bientôt 2 milliards. Et donc les besoins sont tels, ça a été rappelé au début de séance, qu'il faut investir dans tous les corridors. Et mon dernier point en conclusion, tout en faisant bien sûr les choses dans l'ordre, c'est quelque part de manifester le fait qu'il y a un espèce de sentiment d'urgence, parce que soyons clairs, par l'initiative chinoise, quelque part, nos amis asiatiques ont pris un petit peu d'avance. Et donc on a quelque chose une vraie carte à jouer, je pense, en tant que secteur privé européen avec beaucoup de compétences, mais en même temps un certain sens de l'urgence, il me semble, qu'il va nous falloir adresser collectivement. Merci beaucoup. Jean, je ne vais surtout pas remettre une pièce dans la machine, parce que je sais que j'en ai pour 10 minutes, mais une chose qu'on n'a pas parlé, c'est cet effet ZLECAf du marché intra-africain. Comment Global Gateway est aussi un accélérateur du développement socio-économique local, continental, régional, sans avoir nécessairement ces connectivités nord-sud, sud-nord. Est-ce que Enabel travaille aussi à ce que finalement l'effet démultiplicateur, il ne soit pas que uniquement dans cette stratégie de connectivité internationale et intercontinentale, mais bien avoir un effet local très très prégnant dans la capacité d'échanger entre économie et socio-économie africaine. Est-ce qu'on a des éléments sur Enabel là-dessus ? Oui, clairement. Je citais le port de Cotonou. Je pense que le port de Cotonou, c'est 50% des recettes fiscales du pays, donc c'est énorme. Donc tout développement du port a un impact énorme sur les recettes nationales. Et alors un deuxième aspect qu'on n'a peut-être pas mentionné suffisamment aujourd'hui, c'est le désenclavement des pays qui n'ont pas accès à la mer. Donc on travaille actuellement avec Enable et d'autres partenaires, et Expertise France aussi, sur différents corridors. Il y a notamment le corridor Cotonou-Niamey, et donc l'accès pour le Sahel à la mer est un moyen de développement socio-économique extrêmement fort. Et je le mentionnais sur la Namibie, un des projets qu'on regarde, c'est un projet d'industrialisation locale et travailler sur ce qu'on appelle en anglais le local content, donc qui est de s'assurer non seulement qu'il y ait la formation professionnelle pour développer les métiers locaux, mais aussi que les petites entreprises puissent avoir la taille critique suffisante pour pouvoir accéder au marché de sous-traitance qui viennent avec les grands investissements internationaux. L'exemple de la Namibie, c'est qu'il y a l'Afrique du Sud très proche, et actuellement tous les marchés sont pris par des PME sud-africaines. Il n'y a pas de raison que les PME namibiennes ne puissent pas développer leurs compétences. Et c'est la même chose dans la plupart des pays. S'assurer que finalement, il y ait ce contenu local et cette richesse locale qui soit créée. Et là, c'est clairement notre rôle. Et peut-être deuxième chose par rapport au scoping général, c'était dit, vous parlez de 2 milliards de consommateurs. Moi, je dis c'est 4 milliards. L'Africain, donc en 2100, on sera à 4 milliards d'individus. Et en introduction, le président Castaner parlait de la Chine. Moi, je pense qu'il ne faut pas trop s'obstiner avec la Chine. L'Europe a un avantage concurrentiel évident. Il y a la proximité géographique, il y a l'histoire. Mais je pense nos partenaires africains, vous pourrez me contredire si vous le souhaitez, mais attendent de l'Europe d'offrir ce en quoi on est bon, et on est bon dans les régulations, on est bon dans l'environnement, on est bon dans un développement durable finalement. Et plutôt que de vouloir copier la Chine, moi je dirais investissons dans quoi on est très bon, et assurons-nous que nos partenaires en Afrique choisissent l'Europe parce qu'on est bon dans ce qu'on fait. Et un dernier élément par rapport à la remarque de Mario sur effectivement, il y a tellement à faire qu'il y a de la place pour tout le monde, et donc il faut encourager d'autres acteurs à s'investir plus. Merci beaucoup. Peut-être un dernier mot, tu l'avais déjà dit, mais ce sera peut-être d'inviter tout le monde à Conakry finalement, n'est-ce pas ? Oui. On va être nombreux à Conakry. C'est d'inviter tout le monde à Conakry parce que nous allons travailler toujours dans
les aspects de transition énergétique, et donc c'est quand même assez important. C'est un challenge pour l'Afrique, et il est bon que nous soyons tous là pour porter donc la voix et faire en sorte que l'économie aussi soit développée avec des partenaires locaux. Merci beaucoup, l'expérience du Jean-Marie. Nigeria. Merci. Une ronde d'applaudissements pour mes panélistes, s'il vous plaît. Merci infiniment. Merci pour la clarté de vos propos. Merci d'avoir respecté le temps.